Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp, plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Salut, bonjour DMG, vraiment, je suis très ravi de vous suivre. Je vous suis depuis, ça fait presque 2 ans. Et vraiment, les histoires qui se passent ici m'ont vraiment beaucoup édifié. Et ça m'a vraiment sauvé vraiment dans plusieurs reprises. Bon, moi, je suis vraiment un Camerounais, je vis présentement à Libreville. Mais j'ai une histoire qui s'est passée en 2014, quand j'étais encore au Cameroun. Bon, déjà avant tout, je vais vous demander vraiment de partager et de vraiment liker et partager, vraiment, ça aide vraiment. Donc déjà, ce qui se passe, c'est une histoire qui se passe en 2014, quand j'étais encore au Cameroun, quand j'étais encore étudiant. J'étais étudiant en comptabilité et gestion des entreprises. Et notre école était située à la Texaco, vers la Texaco Misport. Ceux qui connaissent le Fonds national de l'emploi, il y a une ISTAC. C'était là-bas que je fréquentais. J'étais en deuxième année. Et bon, déjà, si ceux qui connaissent bien l'école là, c'est une école qui est vraiment réputée. Des belles filles, il y a des très jolies filles là-bas. Quand l'école sort vraiment aux environs de 15h, 16h, vous êtes considéré des très jolies filles. Il y avait beaucoup de gens qui étaient campés juste là pour tamponner certaines jolies filles. Bon, déjà, l'histoire ne se situe pas au niveau de là. Ça fait en 2014, dont j'avais été ami avec 4 filles. À la pause, souvent, quand on avait soit une pause de 11h30, on partait soit manger derrière le Fonds national de l'emploi. Il y a une maman qui faisait toujours le coq. C'est une nourriture bantou, pour ceux qui le connaissent. Et on partait toujours manger là-bas derrière. On partait toujours manger. Et maintenant, donc, il y avait dans un moment, chaque fois qu'on partait manger, j'avais pour habitude de constater qu'il y avait toujours un gars, les gars qui venaient toujours s'asseoir là. Parce qu'ils attendaient toujours les belles filles pour les accoster, pour les draguer et tout ça. Donc déjà, quand je venais avec mes amis, on s'asseyait pour manger le coq. Il y avait toujours les gars qui venaient toujours causer avec nous, ils nous racontaient des trucs. Et j'ai remarqué, donc, il y avait un gars qui s'appelait Danny. Il était vraiment fort dans le verbe. Il connaissait placer ses mots. C'était un gars que même s'il décidait de draguer, tu ne peux pas rester différent. C'était un gars vraiment qui savait placer ses mots. Donc on l'a nommé Danny le verbeur. Donc déjà, quand il venait là, il passait le temps de nous raconter des trucs des filles et tout, comment s'y prendre comme ça. Il était très fort à le faire. Donc on s'est accoutumé, on s'est vraiment, avec le temps, j'ai fini par l'aimer parce que vraiment, c'était un gars qui nous, à chaque fois, même si tu avais passé une très mauvaise journée, rien que le fait de l'écouter, ça te changeait vraiment les humeurs. Donc déjà, on venait toujours manger là, il était toujours là. Bon, c'était un gars, je peux dire un gigolo, hein, c'était ça sa nature parce que lui, la plupart des cas, il sortait les filles, c'était les filles qui prenaient soin de lui. Donc c'est ça à peu près sa nature. Et c'est là, ça a fait peut-être, quand on est allé à la phase de composition, on a fait peut-être 3 mois. Danny, on a constaté que Danny ne venait plus, puisqu'il ne venait plus, il avait disparu. Et son frère, donc un jour, parce qu'il venait toujours avec son frère. Son frère faisait le clan souvent, à temps en temps, il venait juste là pour causer avec les filles. C'est un jour quand on revient là, on demande, mais Danny est où? C'est là donc qu'il nous raconte l'histoire que Danny est un homme mort. Il nous raconte l'histoire que Danny est mort d'une mort tragique. C'est comme ça qu'il nous raconte la mort de Danny le Verbeur, c'est comme ça qu'on l'avait surnommé. Il dit que Danny, c'était un vendredi, juste 3 mois avant, que Danny, donc, il y a donc un petit truc là avec la Texaco là. Comme c'est un coin qu'il est né, il est né là,
il avait la Texaco, donc il maîtrisait tous les endroits de ce coin. Donc aux environs des 15 heures, comme c'est le week-end, puisque le week-end, comme c'est un gigolo, le week-end pour eux c'est un moment vraiment de fête et autres. Donc il a donc décidé donc de faire les 100 pas. Comme il avait un coin il avait sur l'habitude de côtoyer, il est allé pour essayer de visiter ses amis et tout ça. Quand il entre dans le coin, il constate que là au coin, c'était un bar que je vais dire le nom. C'est pas un bar, un grand truc, c'est juste la Texaco. Je vais pas dire le nom là, pour salir l'image de la structure. Donc il entre comme ça dans la structure, il se met à boire. Puis il était connu partout, même le barman le connaissait, tout le monde le connaissait. Il aperçoit une fille excessivement belle. Elle faisait dans la vingtaine, tellement belle, d'une peau claire, vraiment de Dieu, vraiment d'une beauté incroyable. Sur la table, il avait vu, il y avait les clés, tu sentais qu'elle était véhiculée, et il y avait donc un whisky qu'elle était en train de siroter. Danny non est juste allé s'asseoir, il a pris, puisque il avait les amis là, il a comme ça boire avec les amis. Bon, il a comme ça tapé les commentaires et il observait la fille. Il constata que 1 heure, 2 heures, 3 heures, il constate qu'il n'y a pas d'invité. Bon, comme tout le monde se disait qu'elle attendait quelqu'un, mais il constate qu'elle est toujours seule. C'est là donc qu'il prend son courage à 2 mains pour aller accoster la fille. Il part, il tamponne la fille, il dit ouais, comme il avait vraiment le verbe dans la langue, vraiment, il commence à causer avec la fille, tout ça. Il demande à la fille si la fille attend quelqu'un. La fille dit oui, elle attendait quelqu'un, mais la personne a fait faux bon et elle est juste là pour perdre le temps. Il dit ok, est-ce que je peux vous accompagner? C'est comme ça que la fille donc accepte. Il y avait donc le whisky qu'elle buvait était juste coupé en moitié, ils ont terminé ça et la fille a donc commandé une nouvelle bouteille. Dès qu'elle a commandé une nouvelle bouteille, le gars a compris que vraiment il a gagné le gros lot. Parce que la fille lui racontait que non, elle est sortie du Canada et tout ça. Et elle est arrivée ici, elle a constaté que son mari l'avait trompé, tout. Et elle est vraiment très déçue. Là où elle allait démoraliser, elle ne sait pas quoi faire. Donc, il a ressenti qu'il est tombé sur une proie, une fille vraiment qui quand elle traverse une mauvaise passe. Et ils se sont dit que c'est le moment donc de s'accrocher. C'est donc comme ça, comme la fille, elle a sorti le sac, elle a sorti les billets et elle n'a même pas discuté. Le whisky, il a demandé de prendre le whisky de son choix, donc il a commandé le whisky donc comme ça à ses côtés. C'est donc comme ça, il était aux environs de 17 h, 18 h par là. Il fait donc signe par SMS à son frère junior qui nous raconte sa mort. C'est comme ça que son frère en vient, il vient avec sa copine. Il dit que non, comme tu vas bien, comme ça, on a gagné le Great Jackpot. Parce que déjà, son frère junior là devait sortir en soirée avec lui. Ils avaient un rencard qui devait sortir. Donc il a dit ok, c'est mieux que tu viennes d'abord aussi. On commence ici, qu'il a gagné le jackpot. C'est comme ça que Junior vient avec sa copine. Il s'asseye, il commence à boire. Après, Danny dit ok, je vais voir mon frère, j'espère que ça ne te dérange pas. La fille était très bien contente. Elle dit non, ça ne me dérange pas. Tu peux t'asseoir. Ils ont comme ça à boire le vin, ils ont comme ça à boire le vin. Quand 20 h a sonné, la fille a dit, comme tu vois là, qu'elle ne se sent pas à l'aise là, qu'elle a fait presque plus de 5 heures de temps, qu'ici peut changer d'endroit. C'est comme ça que Danny, avec son frère, ils ont changé d'endroit. Ils sont allés dans une boîte de nuit. Une boîte de nuit qui n'est pas très loin de là. C'est comme ça qu'ils partent donc. Quand ils partent dans la boîte de nuit, c'était environ à 22 h parce qu'ils ont un peu essayé de traîner, ils ont mangé un peu. Ils arrivent dans la boîte de nuit à 22 h. Ils entrent dans la boîte de nuit. Comme la boîte de nuit était vraiment surchargée, il y avait un monde incroyable. Ils sont allés dans le carré VIP pour prendre réserver une table. Et vraiment, au carré VIP était vraiment surchargé. C'est comme ça qu'ils ont pu, comme la fille était vraiment tué des billets, ils ont soudé une table et ils ont comme ça à boire. La fille a salé la table, elle a commandé des whisky, des champagnes, ils ont comme ça à boire. Ils ont comme ça à boire, comme ça. Maintenant, non, quand ils buvaient, comme déjà, ça faisait plus de 3-4 heures de temps qu'ils étaient Danny a commencé à draguer la fille, il a compris que la fille était avec lui. Quand il buvait, c'est toujours ses mains étaient sur la cuisse de la fille. Il caressait la fille de temps en temps et tout, et la fille ne ripostait pas. Donc ils se sont dit que non, c'est le jackpot. Maintenant, non, il caresse, à un moment, il buvait, c'était un couple. Donc on savait que c'était un couple, comme tout le reste. Donc c'est ça. Donc après, quand minuit s'approchait, vous avez 23 h 30, la fille dit donc qu'elle est excitée, que vraiment, elle a envie de Danny. C'est comme ça que donc Danny dit non, sans problème, il devient très content, ce qu'il attendait même. La fille prend, non, elle plonge la main dans le sac, elle sort 300 000. Elle remet à Junior, celui qui nous raconte l'histoire, que voilà, tiens, comme Junior était aussi venu avec sa copine, avec 2 de ses amis. Là, ils étaient en train de boire sur une même taille. Il a dit, tiens, continuez la soirée, nous on va vous laisser. Parce que la fille était véhiculée. Quand ils sont venus, c'était Junior là qui conduisait la voiture de la fille.
Maintenant, donc, quand ils sortent, donc, le Junior reste donc avec sa copine, continue la soirée. On a laissé 300 000. Eux, ils sont partis. Et la fille était tendue. Elle était vraiment. Elle commençait avec. Elle était très, très tendue. C'est ce que Junior a constaté quand ils se séparaient. Il a constaté que la fille était un peu tendue, attristée. Il a demandé à la fille s'il y avait un problème. La fille a dit non, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'ils sont partis avec Danny. C'est vraiment comme ça qu'ils sont séparés. Maintenant, quand ils sont partis, ils sont montés à la voiture. C'était Danny qui conduisait. Danny conduisait la voiture. En conduisant donc, la fille dit à Danny, puisque il partait à l'hôtel, et la fille s'est donc rendue compte que l'hôtel est vraiment très loin. Et en cours de route, quand Danny conduit la voiture, ses mains étaient toujours sur les cuisses de la fille. Il s'est rendu compte que la peau de la fille s'échangeait. Il constate que quand il caresse les cuisses de la fille comme ça, il ressent comme si c'était des écailles de serpent. Je ne sais pas si vous avez conseillé. Donc il ressentait, mais lui, comme il était vraiment était sous et tout ça, il n'a pas prêté attention. Pour lui, il n'a rien dit. Mais il ressentait comment la peau, les cuisses de la fille, comme pendant le trajet, il conduisait avec main, il caressait aussi les cuisses de la fille. La fille lui a laissé le champ libre, mais il constatait comment la fille ne fait que changer. Elle a changé de monde, elle était devenue triste. Elle a comme ça, elle avait vraiment elle tremblait, tout ça. Après, un moment donné, quand minuit approchait, la fille a demandé à Danny de garer la voiture. Elle a dit à Danny, comme tu vois là, je vais couper court, que le temps est là. Il n'a pas assez de temps. Elle a dit à Danny, comme tu vois là, derrière mon sac, il y a 6 millions. Je veux que tu me fasses l'amour. Tu commences à me sucer tout le corps. Tu commences des lèvres jusqu'au bas. Je veux que tu me fais la chatte. Donc tu me fais l'amour. Et je vais te donner 6 millions. Quand Daniel a vu 6 millions, le gars n'a même pas réfléchi deux fois. Il a cassé comment dirait la portière. Il est monté sur la fille. Il a comme ça caressé. Il a désiré la fille. Il a comme ça sucé. Il est arrivé jusqu'en bas. Il a sucé. Au point où quand la fille a même joui. C'est là donc que la fille a dit non, ça va, qu'on peut aller continuer à l'hôtel. C'est comme ça qu'il part donc à l'hôtel. Quand ils arrivent à l'hôtel, lui sait que non, il va continuer puisqu'il n'a pas prévenu la fille. Il savait donc que c'était juste les préliminaires que la fille excitait. Mais quand elle arrive à l'hôtel, il se rend compte que la fille dit non, ça va, elle n'est plus excitée, qu'elle n'avait plus faire l'amour. Qu'ils dorment, ils sont fatigués. C'est comme ça que Danny, comme il avait été sous, il s'est donc couché sur le lit, il a commencé à dormir. La fille allait aux toilettes, elle allait faire sa toilette. C'est donc comme ça que Danny se retrouve seulement le matin. Quand il se retrouve le matin, il ne voit plus la fille. Mais il a quand même vu le sac d'argent, le sac. La fille a laissé le sac d'argent, il y avait toujours l'argent rempli, les billets remplis. Et maintenant, au petit matin, on avant de 5 heures, Danny a comme ça se sentit mal. Il a comme ça transpiré, il se sentait mal. Au fur et à mesure que le temps passe, il se sentait mal. Il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Là, donc, il appelle donc son frère Junior. Il est venu comme Junior avait la voiture avec son clando. Il a demandé à Junior de lui chercher à l'hôtel. C'est comme ça que Junior vient lui chercher à l'hôtel pour le ramener à la maison. Parce qu'il n'est même marché, il n'arrive même plus à marcher. C'est donc comme ça que quand il est arrivé dans la maison, on le fait coucher sur le lit. Et il commençait à couler la sueur. Il coule on prend la serviette, on presse la serviette. Je vous assure que la serviette a rempli le seau de 20 litres. Au point où ça comme ça a fait peur à tout le monde. Puis sa mère était là. Il était là. On a donc dit, ok, il y a un docteur. Là, tout juste à le côté, on a appelé le docteur. Quand le docteur est arrivé, bon, c'était aussi un docteur un peu compliqué. Quand le docteur a vu, il a vu le seau de 20 litres rempli de sueur, la sueur de Danny. Il a dit que c'était un truc spirituel. Qu'on cherchait quelqu'un de spirituel, que ce n'est pas au niveau de la médecine. Il est parti. Et donc, comme ça, donc, il y avait un prêtre exorciste que sa mère connaissait. Sa mère, elle a appelé le prêtre exorciste. Le prêtre exorciste est arrivé. Il a demandé que tout le monde sorte. On leur a raconté l'histoire. Et c'est comme si le prêtre exorciste connaissait. Quand il a compris l'histoire, il a appelé la maman. Il a dit que, comment, là, ils sont là. On a pris l'esprit de Danny, que son esprit a parti. Donc là, il est là. On ne peut plus rien. Il a juste fait, il a fait les prières, il a pris une bougie, il a mis. Il a dit à la famille que dès que la bougie là a fini, Danny va mourir, qu'il n'y a plus rien à faire, que son esprit est parti. Donc comme ça qu'on a comme ça fait les prières, tout, il était là, il ne faisait que maigrir. Il maigrit, la sueur, il coule, la sueur, le lit était à tremper, il ne fait que maigrir, c'est comme ça qu'aux alentours de 18 heures, il a fini par mourir. Donc c'est à peu près l'histoire. Comment raconter l'histoire, c'est vraiment très triste. Et ça n'a pas fait ce que le prêtre a dit,
que dès qu'il va mourir, on n'a pas mis que le corps à la mort. Qu'on a fait tout et tout pour enterrer Danny et que personne n'a savoir là où on a enterré Danny. Donc, c'est juste la famille rapprochée qui doit aller à l'enterrement. Donc, c'est comme ça qu'on a fait. La même semaine, on a enterré Danny et c'est comme ça donc que Danny est parti comme un jeu. Donc, c'est à peu près ça mon histoire. Donc, c'est là où mon histoire s'arrête. Donc, c'est le conseil que je veux dire, c'est que nous les jeunes, il faut vraiment faire très attention quand nous sortons. Vous savez que le dehors est mauvais. Donc, c'est là où mon plan prend fin, mon histoire. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Salut DMG. Je te raconte une histoire similaire à celle que je t'ai racontée une fois. Mais sauf que celle-ci est un peu différente. Elle est un peu différente autant pour moi. Il y avait un monsieur qui aimait aller dans le même bar, le bar Ambiance Bar, derrière les secs. Dans les années 90, le bar, aujourd'hui, c'est transformé en hôtel. Hôtel Mont et Sec, à la descente là, derrière les secs, pour ceux qui connaissent, en allant vers le poulailler. Il y a un monsieur qui allait régulièrement. Il est allé une fois, il a rencontré une femme qui dansait, qui l'a invité à danser. Il commence à danser. À l'époque, le zouk de Kassav chauffait beaucoup. Pour ceux qui connaissent les Kassav. Bon, il invite, il danse, il commence à... Il la caresse, lui. Après, il se rend compte qu'elle a les pattes de chèvre parce qu'il soulevait la robette, non? Il soulevait la robette pendant qu'il mettait les... Il la touchait, quoi. Il s'est rendu compte qu'elle avait les pattes de chèvre. Alors, il lui demande d'excuser qu'il arrive. Elle dit d'accord. Il part, il s'échappe. Quand il avait une mobilette, pour ceux qui ont connu les mobilettes à l'époque, les mobilettes c'était les petites motos avec un petit moteur comme ça. Que parfois on pédalait avant pour que ça démarre, on pédale et ça démarre, c'est ça qu'il avait. Alors quand il est sorti, il a sauté sur sa mobilette, bam, a démarré, grimpé la colline de Mont et Sec là, à une vitesse pas possible. Il accélère, il arrive loin. Il se dit que merde, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que je viens de vivre comme ça? C'est quoi? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'ai vu comme ça? Mais quand il pense qu'il est loin, il entend derrière une personne qui le pousse. Chérie, recule-toi, je m'assois bien, recule-toi, je m'assois bien. Mais c'est quoi? Pourquoi tu veux me laisser? Non, pourquoi tu m'as laissé toute seule là-bas? Il se retourne, il voit que c'est elle. Il dit dans son cœur que merde, c'est quoi ça? Il dit à sa femme, il dit à la femme, c'était la fée. Il dit à la fée que non, c'est que chérie, c'est que j'ai oublié quelque chose ici derrière dans le quartier. C'est ça que j'allais d'abord chercher avant de revenir te trouver. Je te laisse ici avec ma mobilette. Hein. Je reviens. Elle dit d'accord chérie, vas-y, je t'attends. Il la laisse là avec la mobilette. Il entre dans le quartier. Dès qu'il est entré, le virage qu'il a pris là-bas, un autre marathon. Il court. Quand il pense qu'il est loin, il ralentit la course. Il se demande, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Il arrive alors, quelque part, pendant qu'il ralentit les pas, il l'entend à côté de lui. Cos. Il regarde comme ça. C'est la fille qui est en train de courir à côté de lui. La fille dit que, mais chérie, c'est quoi? Depuis, tu pars où? Tu me laisses avec ta mobilette. Tu pars. Depuis là, tu pars où? Quand il regarde comme ça, il voit que c'est elle. Il a compris que même s'il entre dans l'eau, elle va le suivre. Donc il était obligé de coopérer. Alors il l'a amené chez elle. Il l'a amené chez lui. Il a amené la fille chez lui. Il arrive. C'était un pauvre, hein? Un travailleur, mais pauvre. C'est quelqu'un qui avait une pauvre maison. Ils arrivent chez lui. Il comprend que tout ce qu'il doit faire, il doit faire tout ce que la fée veut pour survivre. La nuit, là, il a couché avec elle. Ils ont passé la nuit. Avant que le jour se lève, elle lui a donné, elle avait une bague sur son doigt, elle a levé ça. Elle lui a donné. Elle a dit que, bon, chérie, la bague, c'est... Tu vas
Chaque fois que tu as besoin d'argent, lance-la dans le coffre de ton armoire, dans le tiroir. Tu lances dans le tiroir. Chaque fois que tu vas mettre, fermer, ouvrir, tu auras de l'argent. D'accord. Mais à condition que tu ne dois voir aucune autre femme que moi. Tu ne dois coucher avec aucune autre femme que moi. Tu ne dois parler de moi à personne. Le jour que tu le fais, tu vas mourir. Non, le jour, bon, elle a fait les menaces, donc le jour, non, elle n'a pas dit que tu vas mourir. Le jour que tu le fais, tu vas voir ce qui va t'arriver. Un truc comme ça. Il a dit d'accord. Avant que le jour arrive, elle a disparu. Bon, il prend la barre, il part faire l'expérience, il met dans le tiroir, il ferme, il ouvre l'argent, il sort l'argent, il remet la barre, il ferme, il ouvre, l'argent sort. En un temps record, le monsieur était déjà riche. Il a acheté le terrain autour de lui là. C'est que tout, il a acheté un grand avec les maisons tout autour de lui. Et la fille revenait chaque nuit. Chaque nuit, elle revenait. Le truc, c'est qu'il devait coucher avec elle. Elle vient dormir. Elle revenait, ils font l'amour, ils dorment toute la nuit. Il part. Elle part. Elle disparaît parce que le jour ne pouvait pas la trouver. Et le monsieur était seul. Seul parce que sa famille, son entourage a commencé à l'éviter parce qu'on ne comprenait pas d'où est venu subitement autant d'argent. On a commencé à l'éviter. On l'a évité. Il était seul. Dès qu'il rencontre même, dès que il va vers quelqu'un de sa famille, on l'évite, on le fuit. Il était seul. Il avait beaucoup d'argent. Et est venu le moment où il sentait qu'il avait déjà besoin d'enfants. Non? Il voulait avoir des enfants, il voulait une vie familiale, sérieuse. Il a commencé à penser qu'il doit se débarrasser de la fille. Il allait voir un marabout. Le marabout a regardé, le marabout a dit que non, c'est plus fort que moi. Je te conseille d'aller voir un prêtre. Il est allé voir le prêtre. Il a tout expliqué au prêtre. Le prêtre a dit que ok, allons chez toi. Ils sont allés chez lui. Le prêtre a aspergé de l'eau bénie dans toute la maison. Toute la maison, il a prié. Il lui a remis une corde qu'il devait attacher au rein avec un métal de signe de croix. Chose qu'il a faite, il a attaché sur le rein. Le prêtre est parti. Dans la nuit, la fée revient. Quand la fée entre, elle commence à se sentir mal. Elle se sent mal. Elle demande que, mais chérie, qu'est-ce que tu as mis dans la maison? Pourquoi je me sens si mal? Il dit, non, j'ai mis quoi? Je l'ai remis. Ah, ok. Alors elle va vers lui. Comme d'habitude, elle le déshabille. Elle lève le haut. Quand elle va lever le bas, il bloque. Elle dit, mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Pourquoi tu ne m'empêches jamais de t'enlever des habits? Pourquoi tu m'empêches aujourd'hui? Il dit que, ok, vas-y alors. Alors, quand elle a baissé le pantalon, elle a vu la croix qui était là. Ça l'a frappé. Bam, elle allait tomber, elle allait se cogner sur le mur. Elle se relève. Elle dit que, tu as voulu te débarrasser de moi, sache que tu as réussi. Tu as réussi, je vais partir de ta vie. Mais, sache une chose. Le jour où cette corde se coupera, c'est le jour où tu vas mourir. Adieu, elle est partie. Alors, d'après ces mots, elle a commencé, après ces paroles, il a commencé pour se doucher, il a acheté un banc spécial sur lequel il se couche. En se lavant, il évite de toucher, de user la corde parce qu'il se lave autour de la corde. Il évite. La corde a duré 1 an, ça s'est coupé. Quand ça s'est coupé, le monsieur est mort. Bon, c'est l'histoire que je voulais te raconter aujourd'hui, DMG. Passe une bonne journée et bonne émission à toi. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 3e histoire.
Bonsoir DMG et à toute la communauté DMG. Aujourd'hui, avant de vous raconter mon histoire, ma propre histoire, je vais d'abord dire à toutes mes jeunes sœurs, celles qui ne sont pas encore entrées dans le foyer. Avant d'entrer dans le foyer, assurez-vous que toute la famille de votre partenaire soit d'accord pour que vous rentrez dans leur famille. Particulièrement la belle-mère ou le beau-père. Ma chère, mon histoire, il était une fois, j'ai rencontré un jeune homme qui est aujourd'hui mon mari. On a un fils. Le premier jour qu'on s'est vu, il y a eu quelque chose un peu, on peut dire surnaturel, parce que j'ai eu quelque chose en moi et j'ai ressenti la même chose. C'était le premier jour, mais c'était comme si on se connaissait depuis. Pourtant, quand j'étais encore une jeune fille, j'étais un peu sévère avec les hommes. Je ne donnais pas la face à quiconque de venir me draguer. Mais lui, c'était comme si on se connaissait. Donc, on a appris à se connaître un peu. Il m'a dit, il va venir demander ma main. Et moi, je précise qu'il est conducteur de poids lourd. Je me dis, chez nous, au Togo, les gens ont souvent l'habitude de dire que les chauffeurs de poids lourds sont des bordels, excusez-moi, qu'ils ont beaucoup de femmes, qu'ils aiment trop les femmes. Donc je lui ai dit, avant d'accepter, je dois connaître quelques membres de sa famille. Il n'a pas refusé. Il m'a amené un peu dans son pays, on peut dire. Arrivé, j'ai remarqué que ça fait 2 mois, 3 mois, 4, 5, même 6 mois. Il ne m'a présenté à personne. Pendant tout ce temps, à chaque fois que je me couchais pour dormir, bon, disons quelquefois, dans mes rêves, je voyais une dame. Et dans mon rêve, c'était ma belle-mère qui était contre notre union. Il ne voulait pas que son fils m'épouse parce que nous ne sommes pas de même ethnie. Nous ne sommes pas de même village. Elle n'était pas d'accord. Dans mon rêve, elle disait toujours à son fils, non, je veux que tu épouses une femme de chez nous. À chaque fois, le même rêve se répétait. Et à un moment, j'insistais pour rencontrer ma belle-mère en question. Parce que je ne la connaissais pas. Je vous assure, mes chers. Un jour, mon mari, mon fiancé en ce moment, l'a fait venir chez nous à la maison. On louait un petit appartement quelque part. Elle est arrivée, elle m'a montré toutes les couleurs de ce monde. Quand son mari est avec nous, quand mon mari plutôt est avec nous, elle est gentille, elle est joviale. Bon, elle m'acceptait devant mon fiancé, mais quand il sort, c'est notre cas, c'est notre jour. Elle me traitait de tout. Et quand je prépare à manger, elle néglige ma nourriture. Elle n'était jamais satisfaite par moi. Donc, moi, je me disais, ça va aller, ça va changer.
elle va apprendre à m'aimer. Je vais lui montrer l'amour et elle va me donner en retour. Ma soeur, c'est une erreur. Je ne suis pas la bonne personne pour conseiller qui que ce soit, mais je vous dis, c'est une erreur. Quand quelque chose ne va pas au début, il ne faut pas toujours avoir l'espoir qu'un jour, ça va changer. Bon, avec tout ça, un jour, mon mari qui voulait voyager, elle aussi disait qu'elle va retourner chez elle-même. Oui. Et moi, je précise que là où on logeait, c'était à quelques mètres, à quelques kilomètres de chez eux-mêmes. Donc la vieille voulait partir. Et moi, j'ai dit, je vais l'accompagner, que j'ai envie de l'accompagner pour mieux connaître la famille. Chose que eux deux ont accepté. Quand je suis arrivée là-bas, je vous assure, l'esclavage a commencé. Je ne sais même pas par où commencer. Je vais être un peu bref. Le calvaire a commencé. Elle m'a donné, un jour, elle est sortie, ma belle-mère, elle est sortie à son retour, elle m'a envoyé 2 pagnes. Pas 2 pagnes de 3 à 3, 2 comme ça. Et je lui ai dit merci avec respect. Chez nous, notre éducation, on nous éduque d'une manière, je ne sais pas. Surtout notre famille. Dans notre famille, quand une personne âgée te donne quelque chose, te fait un cadeau, tu dois te rabaisser, te mettre en genoux pour dire merci. Et c'est ce que j'ai fait. 2 jours après, les gens du village, mon mari c'était quelqu'un de timide. Donc quand les gens du village ont appris que c'est comme ça, il a une future femme. Donc presque tout le monde est venu remplir la chambre pour voir qui est cette femme-là. Et moi, j'étais dans la douche. Quand j'ai fini de prendre mon bain, je suis sortie. J'ai vu plein de monde dans la chambre. Et moi, je voulais faire honneur à ma belle-mère. J'ai donc pris l'un des pagnes qu'elle m'a acheté pour porter. Elle est venue arracher le pagne comme ça sur moi. Et elle a beaucoup grondé. Et moi, je ne comprenais pas leur langue. Elle a beaucoup parlé que je n'ai même pas compris. Mais j'ai senti dans le visage des petits frères de mon mari que, je ne sais pas, eux-mêmes ils étaient désolés de ce que leur maman a fait. Bon, je me suis dit encore que ça va aller. Depuis 7 ans, je n'ai jamais eu la paix avec ma belle-mère. Quand, à un moment, quand elle vient chez nous, avant de repartir chez elle, si je ne suis pas tombée malade, gravement malade, alors moi et mon fiancé, on doit se quereller. On doit avoir beaucoup de disputes, se dire des trucs mauvais, se dire des choses même qu'un couple ne peut même pas dire. À un moment, comme je disais toujours que ça va aller, il m'a doté, il m'a épousé. Après le mariage. Ce que je vivais était petit par rapport à ce qui m'attendait au fait. Après le mariage, quand elle vient seulement chez nous, là, je dois tomber malade. Et quand elle veut venir, elle ne me met même pas au courant, mon mari aussi. Seulement, je vais être là comme ça, on vient me dire, demain maman arrive.
Je ne peux rien dire. Qu'est-ce que je peux faire? Quand elle vient, je pousse seulement avant de partir, je dois tomber gravement malade. Ou soit, on va se disputer avec mon mari. Et je précise, durant les 7 ans, notre fils a 4 ans aujourd'hui. Donc 3 ans d'infertilité. 3 ans d'infertilité. À chaque fois qu'elle vient, c'est problème. Et quand quelqu'un de la famille met au monde un enfant, et que chez nous, quand quelqu'un met au monde un enfant, les gens vont pour puiser l'eau, préparer, faire des tâches ménagères, tout. Moi, quand j'essaie d'entrer dans la chambre, elle me renvoie de la chambre. Elle dit, c'est pas les gens qui ont accouché. Toi aussi, il faut aller accoucher. Je me disais que peut-être, comme je n'ai pas encore eu un enfant avec son fils, c'est pourquoi elle me maltraite comme ça. À chaque fois qu'elle vient, c'est problème. Un jour, Dieu m'a fait la grâce et je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, elle est venue. Elle est venue quand j'étais à 7 mois de grossesse. Quand elle est arrivée, je n'étais même pas encore, disons, à 7 mois, disons 6 mois et quelques. Je n'étais pas arrivée à 7 mois précisément. Et quand elle est arrivée, les problèmes, quand mon mari est voyagé, je nous laissais. Quand je ne peux pas, elle ne veut pas. Quand je fais tout, ça ne la plaît pas. Tout ce que je fais ne la convenait pas. Et pour aller acheter même les condiments, il faut la traîner avec elle. Avec toi plutôt. Excusez-moi si mon français est un peu dérangé. Et quand tu sors avec elle, les trucs que les bébés même peuvent voir et dire je ne veux pas, c'est ce que tu dois aller acheter sur la route. Et tu n'as même pas le droit pour dire je n'ai pas l'argent ou bien que je ne veux pas acheter. Tu dois acheter. Au cas où tu ne l'achètes pas, elle va appeler son fils. Elle dit, ta femme ne reste pas à la maison, ta femme se promène, elle ne respecte pas, tout ça là, tous les problèmes du monde. Et quand elle est venue, quand j'étais à 6 mois et quelques, elle est venue. Un jour, je me suis réveillée et j'ai senti que mes membres, disons, mes pieds, je ne sentais plus mes pieds, mes 2 pieds, je ne les sentais plus. J'ai commencé à ramper, je ne pouvais plus me lever. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas compris. Je rampais sur mes jambes et quand, malgré tout ça, tout ce que je fais, je préparais, je ne veux pas. Un jour, je me suis mise à prier. J'ai beaucoup prié comme ça. J'ai beaucoup prié. Quand je priais, j'ai senti quelque chose qui marchait depuis ma hanche. Ça descendait à la plante de mes pieds. Moi, j'ai eu l'impression que la chose était physique sur moi et que je pouvais, c'était comme un insecte. Et j'avais l'impression que je pouvais l'arrêter, le jeter. Donc j'ai cherché à attraper la chose, mais la chose a marché dans mes pieds, allait sortir. C'est en ce moment que je me suis rendu compte que ce n'était pas quelque chose de physique. Et je me suis levée de nouveau, commencé à marcher. Et quand elle m'a vu de nouveau sur mes pieds, elle s'est fâchée. Elle a changé de mine. Elle est devenue complètement nerveuse. Et le lendemain, mon mari est revenu du voyage. Elle a commencé que moi, je ne fais pas quoi. Elle a commencé à chercher le problème entre moi et mon mari. J'ai gardé mon sang-froid. J'ai prié la nuit. J'ai prié. Le lendemain matin, je disais dans ma prière que si la maman là a quelque chose en elle qui n'est pas de Dieu,
que tout ce qu'elle va faire contre moi à partir d'aujourd'hui se retourne contre elle. J'ai beaucoup prié et le lendemain, quand je me suis réveillée pour la saluer, je suis rentrée dans sa chambre, elle a fermé, elle a pris un panier, elle a couvert tout son corps comme ça. J'ai dit bonjour maman, elle dit seulement elle me répond Et mon mari aussi est sorti, bonjour maman, elle dit Mon mari dit, maman, pourquoi tu as fermé la face? Elle dit non. Mon mari dit, faut enlever. Elle dit non. Lui-même, il était obligé d'enlever le pan. Et tous les deux, nous étions surpris. Tout le visage de maman était enflé d'une manière inexplicable. Elle avait, surtout au niveau de ses yeux, elle ne voyait même plus. Tout était fermé. Elle a commencé à crier, je pars, je vais retourner chez moi, amenez-moi chez moi. Mon mari lui a dit non, je vais t'amener à l'hôpital. Quand ils sont allés à l'hôpital, à leur retour, les médecins ont prescrit certaines pommades pour passer le visage. Quand les pommades sont arrivées sur son visage, c'est devenu pire qu'avant. Elle a commencé à crier, ramène-moi chez moi, je vais partir, je ne vais plus rester, même une minute. Elle a grondé. Et mon mari lui a fait partir. Mon mari lui a fait partir. Et elle a refusé de revenir chez moi. Elle a refusé de mettre encore ses pieds chez nous. Bizarrement, il y a de cela 1 mois et demi. J'étais là, je l'ai appelée. Bonsoir maman. On s'est salué. Je dis, je voulais la saluer. Elle me dit, demain je viens chez vous. Je viens chez vous. Je dis, ah ok, il n'y a pas de problème. Le lendemain, elle est arrivée. Quand elle est arrivée, tout allait bien. Tout allait bien. Le lendemain, le pire. Ma petite soeur est venue pour nous saluer à la maison. Au retour, comme ma petite soeur a appris que ma belle-mère est arrivée, elle est venue nous saluer. Au retour, elle a eu un accident. Et quand on m'a appelé, moi, je suis tout de suite partie à l'hôpital avec elle. Quelques heures, je suis retournée à la maison. Et il faisait nuit. Il était vers les 21h. J'ai dit, je ne peux pas dormir à l'hôpital. Je suis revenue à la maison. Le lendemain matin, je suis partie. Et à 14h, je suis de retour. La maman, la belle-mère, elle appelle tout le monde de sa famille. Et cette dame-là, elle n'est pas gentille. Cette dame-là, je ne veux même pas. Elle ne me plaît pas. Je ne suis pas d'accord. Devant moi, elle fait tout ça. Elle appelle, mais rien ne change l'amour que j'avais toujours pour elle. Je me disais, ça va aller. Bon, je précise que mon mari n'était pas là. Il était voyagé. Et à son retour, elle s'est réveillée à 4h du matin. Et elle est venue cogner notre porte. Quand mon mari est sorti, à 4h, ils sont sortis au dehors, dans la cour de la maison, pour causer. Moi, je ne sais pas, mes idées ne sont pas parties trop loin. Je me disais qu'elle a une autre chose à dire à son fils. Et moi aussi, je suis sortie pour faire mes tâches ménagères. Parce que moi, je me réveille vite pour faire mes tâches ménagères. Donc, quand j'étais au dehors, elle disait à mon mari que celle-là n'est pas une bonne femme. Je ne l'aime pas du tout. Je ne veux même pas la voir. Elle m'énerve seulement. C'est pas une femme. Et je suis allée me mettre en genoux devant elle. Bonjour maman. Elle n'a pas répondu. Bonjour maman. Elle n'a pas répondu. Je l'ai saluée 3 fois et elle n'a pas répondu. J'ai dit à mon mari, s'il te plaît, j'aimerais que tu demandes à maman si je l'ai offensée, qu'elle te le dise pour que je demande pardon. Parce que je ne sais pas ce que je l'ai fait. Elle se lève, commence à parler dans leur langue. Maintenant, je comprends. Présentement, je comprends un peu leur langue, mais pas trop. Elle s'est levée en train de dire dans leur langue, je ne veux rien écouter.
je n'ai rien je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Elle a commencé à gronder comme ça. Elle a grondé. Elle disait, et j'ai dit, maman, c'est là j'ai dit, maman, depuis 7 ans, je n'ai jamais, malgré tout ce qu'elle me fait, je n'ai jamais dit un mot. Mais la fois passée, dernièrement, je lui ai dit, maman, qu'est-ce que je vous ai même fait? Qu'est-ce que je vous ai même fait? Si je vous ai fait quelque chose, dites-moi. Sinon, mon mari est revenu hier, dans la nuit, 22 heures, et vous voulez réveiller à 4 heures pour m'insulter là. Vous ne savez pas qu'il est avec sa femme dans la chambre. Et vous le réveillez à 4 heures. Il pouvait faire nuit et jour avant que vous lui parlez. Elle me dit, c'est qui la femme? Qui est sa femme? Est-ce que mon fils est déjà marié? Est-ce que mon fils a une femme chez lui? Moi, je ne te vois même pas comme une femme. Moi, je ne te considère même pas. Qui est en train de dire sa femme là? Qui est? Tu es folle. Tu es une folle. Moi, je ne vais jamais te reconnaître en tant que belle-fille. Je ne t'aimerai jamais. Bon. Elle a dit tout. Et après, elle a dit à son fils qu'elle retourne au village. Donc c'est comme ça, elle est repartie. Elle est repartie. 3 semaines après, moi-même j'étais fâchée. 3 semaines après, j'ai tout laissé. Je l'ai appelé pour lui saluer. Quand elle a décroché, elle ne sait pas lire. Quand elle a décroché, elle a écouté ma voix. Elle m'a seulement fait... Je vous assure, mes oreilles ont failli boucher. Elle a coupé l'appel. Et quand j'ai parlé à mon mari, lui aussi, il a pris parti de sa mère. Mes frères, mes soeurs. Excusez-moi. Excusez-moi. Maintenant, je ne sais pas s'il faut rester, s'il faut partir. Ma belle-mère a déjà fait que tout le monde de la famille me déteste. Moi, j'aime mon mari. Je vois qu'il m'aime aussi. Parce que quand je prends mes bagages pour partir, il n'accepte pas. Mais dites-moi dans les commentaires, est-ce que une femme peut rester au foyer parce que seul l'amour de son mari lui suffit? Dites-moi. Moi, ce que je vais dire, mes jeunes soeurs, faites attention. Faites très attention. Une belle-mère n'est pas quelqu'un qu'on doit sous-estimer. Quand elle dit non, c'est non. Likez, partagez, commentez. Excusez-moi pour le désagrément. Excusez-moi vraiment. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour DMG. Je reviens avec une autre histoire. C'est l'histoire de 2 jeunes enfants qui perdent leur maman quand ils sont encore très petits. Et le papa prend une autre femme qui ne les traite pas très bien, qui les rend la vie difficile. Alors, ils déménagent de la maison avec le papa de la maison qui vivait d'où était morte leur maman. Ils vont ailleurs. Quelques années plus tard, les enfants
ont un peu grandi, mais ils sont toujours petits, ils vont à la même école. Ils étaient, comme je disais tantôt, maltraités par leur seconde maman, leur nourrice, leur tutrice, je ne sais pas trop quoi. Alors, quand ils allaient à l'école, il y avait une maman qui vendait les beignets maïs. Chaque fois qu'ils allaient à l'école, cette maman-là les appelait tous les deux. Elle faisait à chacun de bons paquets de maïs, de beignets. Ils mangeaient. Au point où quand ils arrivaient à la maison, ils ne mangeaient plus la nourriture de la maison. C'était comme ça tout le temps. Alors, la femme de leur papa commençait à se plaindre auprès de leur papa que mais tes enfants ne mangent plus ici à la maison. Les enfants ne mangent plus à la maison. Le père menace. Pourquoi vous ne mangez plus? Vous mangez où? Vous mangez où? Alors un jour est venu, ils ont eu la visite de leur oncle, le frère à leur feu maman, qui est arrivé. La dame s'est plainte auprès de leur oncle. Voilà. Leur oncle les a amenés à côté et les a demandé mais vous mangez où? Pourquoi vous ne mangez pas à la maison quand vous rentrez de l'école? Vous mangez où? C'est là où ils disent à leur oncle que il y a une maman à l'école qui nous donne à manger, qui nous donne des beignets. Chaque jour qu'on part, elle nous donne des beignets. Alors quand on mange les beignets, on n'a plus faim quand on arrive à la maison. Alors le monsieur, l'oncle décide d'aller voir qui est cette dame. Il va avec les enfants. Un matin, il va avec les enfants. Il laisse les enfants s'avancer. La dame les appelle comme d'habitude. Il observe et il constate que c'est sa sœur qui est censée être morte. Il n'en revient pas. Il a eu le temps de bien observer et il a reconnu sa sœur, donc la maman de ses enfants. Alors, il est allé voir un prêtre. Il a expliqué ça au prêtre. Le prêtre, ils ont pris rendez-vous avec le prêtre pour aller à cette école et attraper la maman. Ils ont pris des garçons, non, des hommes. Alors, ils arrivent là-bas. Ils ont pris la maman par surprise. Ils ont pris la dame par surprise, attrapée. Elle avait une force démoniaque. Elle avait une force démoniaque. Alors, elle a commencé à les balancer. C'est que comme si c'était des papiers. Elle était très forte. Alors le prêtre est venu avec l'eau bénie, il a versé sur elle, il a posé la croix sur son front, commencé à prier, prier, prier. Elle s'est calmée. On l'a prise, on l'a amenée dans la maison de son mari. Dès qu'il l'a vu, il est tombé, il est mort sur place. Il est mort sur place. La dame est restée muette. Elle vit, hein. C'est là où je vous parle là, elle vit avec ses enfants, mais elle ne parle plus. Elle ne parle plus, elle s'occupe de ses enfants. Donc c'est l'histoire que... Bon, en résumé, c'est le mari qui avait vendu la maman, hein, dans la sorcellerie. C'est le mari qui l'avait vendu. Donc c'est l'histoire que je voulais vous raconter. Bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG. Je vais te raconter une histoire que j'ai presque vécue. Bon, j'ai dit presque vécue parce que ça s'est passé dans un endroit où j'allais souvent. Un circuit, un bar dancing. Et puis, ça m'a été raconté par un aîné à l'époque. À l'époque, j'étais adolescent. Par curiosité, j'entrais souvent dans un bar dancing. J'étais adolescent, hein. J'entrais dans un bar dancing derrière les secs. Le bar s'appelait Ambiance Bar. Aujourd'hui est construit exactement au même endroit, l'hôtel Mont et Sec. Sûrement beaucoup de personnes vont le reconnaître, à Douala, derrière les secs. Et à l'époque, nous on habitait derrière les secs, tout près de l'hôtel Selec. Alors il y a un monsieur qui allait là-bas tout le temps s'amuser.
Quand il rentre du travail, il était régulier, c'était un client régulier. Le monsieur habitait, il travaillait, mais il vivait dans une maison en carabote. C'est-à-dire que tout son argent, il le dépensait là-bas. Alors, un soir, il y va. Il rencontre une femme. Il voit une femme très belle. Il l'invite à danser, elle accepte. Il commence à danser. C'était dans les années 90, hein. J'étais adolescent. Je devais avoir dans les 12, 13 ans. Voilà. Mais j'y entrais souvent par curiosité. Et le bar avait souvent des miroirs. Parce qu'on avait souvent dit qu'il y avait des filles dans ce bar. Et pour pallier à ça, on avait mis des miroirs. Mais jusque-là, les filles y allaient. Toujours. Alors le monsieur invite la dame à danser. Il danse, il danse, il danse. Elle avait une longue robe. À l'époque, on dansait le bal à terre. Pour ceux pour les jeunes d'avant, les gens d'avant qui ont connu le bal à terre. Alors il danse avec elle, il la séduit, il commence à la toucher de partout, comme on fait parfois. Il descend en bas la terre, en caressant quoi. Il arrive, il descend, il descend, il descend. Il arrive en bas, très bas. Il voit les sabots des sabots, il voit les pattes de chèvre. Il remonte doucement. Il fait comme si rien ne s'est passé. Il nettoie bien ses yeux, il se dit que bon, c'est celui qui hallucine. Il a halluciné. Il redescend encore en bas la terre. Pac, 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 pac. Il arrive en bas, il soulève un peu la robe. Il revoit les mêmes sabots, les pattes de chèvre. Il remonte. Bon, il ne joue pas à celui qui s'est rendu compte, non. Il dit à la femme que, chérie, excuse-moi un moment, hein, je vais aux toilettes là, je reviens. Il dit, d'accord, vas-y chérie, je t'attends. Il part normalement vers les toilettes. Comme il y avait du monde, il a continué derrière les gens. Il est sorti du bar. Il s'est mis à courir. Il court. Il arrive à Ange Raphaël. Il trouve un groupe de 3 garçons, de 3 hommes. Il s'arrête auprès de lui. Aidez-moi mes frères, aidez-moi. On le calme. On dit que calme-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité ici. Nous sommes 3. Tu es en sécurité. Rien ne peut te passer. Rien ne peut s'arriver. Rien ne peut t'arriver autant pour moi. Alors, il se met à expliquer. Il dit que vous connaissez le bar, ambiance bar. Il dit oui, mais le bar qui est tout près là. Je sors de là. J'invite une femme à danser. Je me rends compte qu'elle a les pattes de chèvre. Tous se regardent. On le regarde. Il le regarde. Il commence à rire. Il soulève tous ses pieds, les pantalons. Il soulève tous ses pantalons. Il demande. Il pose sa question. Comme pour nous, si tous avaient les pattes de chèvre. Il quitte de là. Il commence à courir. Il y a un taximan qui est en train d'arriver. En courant, il stoppe le taxi. Il n'a même pas laissé le temps que le taxi s'arrête complètement. Il a plongé dans le taxi par l'ouverture par la vitre, quoi. Il dit, ne t'arrête pas. Accélère. Le taximan accélère. Quand il sent que le taximan s'est éloigné d'Ange Raphaël, il se lève. Il s'assoit. Le taximan lui demande que, mais mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Explique-moi. Il dit que mon frère, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je sors du bar, ambiance bar. Je rencontre une femme avec les pattes de chèvre. J'arrive à Ange Raphaël. Je rencontre un groupe de 3 personnes. Ils avaient les pattes de chèvre. Le taximan commence à rire. Il soulève son pied du bas là. Il dit, comme pour moi, si. Il est ressorti du taxi comme il est entré. C'est-à-dire qu'il n'a même pas attendu que le taximan s'arrête. Il a replongé par la fenêtre. En ce moment, tu te blesses même, tu ne t'en rends même pas compte. C'est que tu veux survivre. Il sort de là. Il y a un bar ouvert avec beaucoup de monde. Il court, il va entrer dans le bar. Il demande, pardon, aidez-moi mes frères, aidez-moi. Quand il dit aider, il se rappelle que tous ceux qu'il a vus avaient les pattes de chèvre. Il soulève d'abord, il commence à soulever les pantalons des gens pour contrôler s'ils n'ont pas les pattes de chèvre. Tous avaient les pattes normales, ils avaient les pieds autant pour moi, tous avaient les pieds. Maintenant il se met, on le calme, il essaie, il saigne. Il veut raconter, après il se rend compte qu'il n'a pas contrôlé les pieds du barman. Le barman était derrière le bar.
Il court d'abord, il pas soulever les pieds du pantalon du barman. Il voit que le barman a les pieds de personne. Alors il vient, il commence à raconter, il dit que je ne sais pas, peut-être que c'est ma mort qui arrive. Au bar, ambiance bar, j'ai rencontré une femme avec les pattes de chèvre. Ange Raphaël, 3 hommes avec des pattes de chèvre. Je ne sais pas si vous m'avez vu sauter d'un taxi ici, le taximan même avait les pattes de chèvre. Tous se mettent à rire à la fois. Ha, 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 ha. Comme pour nous, si, finalement, tous avec les pattes de chèvre. Il est quitté de là. Il a compris que tout ce qu'il va raconter, il va rencontrer en route auront les pattes de chèvre. C'est la fée qui lui faisait voir ça parce que elle lui a laissé. Parce qu'il l'a laissé, il a planté là, dans le bar. Le voilà maintenant qui commence à courir. Il va chez lui. Il a évité tout le monde. Tout le monde. C'est qu'il rencontre une personne, il traverse la route. Il traverse parce qu'il est arrivé chez lui. Il a dormi et il n'est plus jamais reparti. Il y a 2 histoires similaires hein, dans le même bar. Je vais te raconter la seconde histoire plus tard. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour DMG. Je viens cette fois-ci te parler d'un grand bandit de la ville de Douala qui avait des pouvoirs mystiques. Il faisait usage pour ses coups. Il était très recherché par la police camerounaise. On n'arrivait jamais à le prendre. Et puis quand on le prenait, il disparaissait. Il est même entré une fois braquer la pharmacie de l'ESSEC du côté de Douala. Je ne sais pas si la pharmacie existe encore. Il était entré, il y a déjà longtemps, hein. Il était entré, il a fait sortir tout le monde. Il a fermé. Le temps de prendre ce qu'il avait à prendre, la police est arrivée. Il était censé être à l'intérieur. La police a ouvert. Ils sont entrés. On l'a fouillé dans toute la pharmacie. Il n'était pas, on ne l'a pas retrouvé. Il avait disparu. Alors, il a fait l'erreur un jour de venir braquer dans un quartier réputé dangereux, c'est que où les gens n'ont peur de rien. Le plateau, quartier Bafia, au campus 2, c'est le quartier où j'ai grandi. La plupart des fois dans des quartiers, quand on écoute les coups de feu aux heures tardives, personne ne sort. Tout le monde se cache juste à ce que le temps passe. Mais ce quartier, c'est comme si c'est tout le contraire. Dès qu'il y a un coup de feu, il y a braquage, on crie voleur, tout le monde sort, jusqu'aux mamans, tout le monde est dehors. Alors, il y a la maman de mon ami qui faisait une réunion, qui avait bouffé la réunion. Bon, je ne me rappelle pas si elle avait bouffé la réunion ou on lui avait donné l'argent de garder, ou elle était trésorière, quelque chose de ce genre, je ne me rappelle plus trop. Mais est-il qu'elle était rentrée avec plusieurs millions dans la maison. Je dis bien que la maman de mon ami. Quelqu'un a donné l'information à Bangos. Le bandit même s'appelait Bangos. Le grand bandit à question, il s'appelait Bangos. Quelqu'un lui a donné l'information. Alors il a suivi chez elle aux environs de 2 heures du matin. Il l'a braqué. Il a attrapé, il demande l'argent. Elle discute, quel argent? Elle n'a pas l'argent. Il commence à menacer, il est avec une arme qu'il a brandie sur elle. Bangos c'était un homme fort, physiquement. La maman là aussi avec de la corpulence. Maman Bafia, elle avait de la corpulence. Alors elle a sauté sur son arme et a commencé à crier. Bandit, bandit au secours, en un temps record. Le quartier était dehors, les hommes sont entrés, on l'a saisi. Grâce à Dieu, il n'a pas battu la maman, il n'a tiré sur personne. On l'a saisi. On l'a amené dans la rue, le quartier dehors là. Les gens ont commencé à taper Bangos de cette heure-là
c'est-à-dire à 2h poussière du matin, jusqu'au matin, jusqu'au lever du jour. Il était vivant. On tape sur lui, on tape sur lui, on tape sur lui, il ne meurt pas. On tape sur lui. On prend les lattes avec les poings dessus, on tape sur lui, il ne meurt pas. Après, on a vu qu'il protégeait quelque chose, il protégeait beaucoup quelque chose qui était sur son doigt. On regarde, on voit que c'est la bague. On enlève la bague. On va enlever, il bagarre pour qu'on enlève. C'est que il veut, c'est comme si il préfère qu'on l'égorge. Il bagarre pour qu'on ne lui enlève pas cette bague. Alors on a enlevé cette bague par de force. C'est là où Bangos a commencé à s'affaiblir. On l'a injecté, au plateau là, il y a l'eau de l'acide qui passait souvent là. On l'a injecté ça. Et il est mort. Les autorités sont venues remercier le quartier. Sont venus remercier le quartier parce qu'il était recherché. Il avait déjà commis beaucoup de gaffes. Bon, c'est l'histoire que je voulais raconter de Bangos, le grand bandit. Bonne journée. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.